avant l'explosion. Attention, Amigo. L'amygdale est sur off, elle bat le beurre. La survie est active, il est l'heure. Appeler cortex n'est pas le bon réflexe. Et en 10 secondes, lui est comme ça, et là c'est l'escalade, ça monte, ça monte, ça monte. Ce qu'on propose en discipline positive, c'est un temps pour se recentrer. Ce temps, on l'appelle le temps de pause. Avec la raison, nous vaincrons les passions. Pouvons-nous saisir cette chance? Le stress se contrôle par la conscience. Alors il faut dire stop, dire stop, dire stop, dire stop. Chers passagers, bonjour. Dire stop, oui. Mais ensuite, on fait quoi? C'est ce que nous allons voir. Un premier rappel. Tout ce que je vous raconte ici vaut pour un individu lambda. J'exclus donc de mes explications les cas psychiatriques, car pour pouvoir dialoguer avec quelqu'un, il faut qu'il ait un contact avec la réalité. Or, un cas psychiatrique a justement des problèmes avec la réalité. Les handicaps mentaux de type modéré à sévère, parce qu'il faut une compréhension du monde qui entoure. Donc, plus cette compréhension est altérée, plus c'est difficile. Il faut également pouvoir utiliser le langage. Et donc, si le langage pose des difficultés, eh bien fatalement l'action est limitée. Et donc, dans ces explications-ci, les jeunes enfants ne sont pas à prendre en considération de la même manière que l'individu lambda, puisque il faudra agir en variant ces manières de procéder selon qu'on a un niveau de maturité suffisant pour travailler de la sorte. Donc là, je parle pour un individu standard, je le dis tout de suite. Alors, j'exclus également dans les interventions possibles l'usage de la violence parce que ça n'a rien à foutre dans ce cours. Je sais que ça se pratique chez certains, mais je l'exclus d'office de l'usage. Alors, avant d'intervenir, il faut se demander où en est le conflit, car si on ne sait pas où il en est, on ne saura pas comment intervenir. Tout va dépendre du seuil qui est atteint. Et oui. Donc, je vous avais expliqué qu'il y a un moment où le problème n'est pas perceptible, donc fatalement, c'est pas agir. Si on est soi-même concerné et qu'on le sent, mais pour un observateur extérieur, il n'est possible d'intervenir qu'à partir du moment où le conflit ou la tension est perceptible. Et on avait vu qu'il y avait des seuils au-delà duquel il devenait difficile d'agir. Donc on va les voir ici, ces différents seuils. Alors, petit rappel justement de ces seuils. On va aller du moins grave au plus grave. Donc, on ne voit rien, là ça relève de la régulation. Alors là, le cerveau du haut est encore capable de réguler le cerveau du bas. Donc ça s'autogère normalement, ou ça peut se gérer entre individus. Puis, les tensions, le stress font leur effet maléfique, et donc il commence à devenir perceptible que quelque chose ne va pas. Ça, c'est la deuxième phase. Là, la perception du phénomène est là. Puis, le cerveau du haut perd les pédales par rapport à l'emballement du cerveau du bas. Ou il se laisse emporter par le cerveau du bas. Il se laisse couillonner par le cerveau du bas, disons-le. Il s'emballe, lui aussi, il ouvre les portes, au lieu de les fermer. Ça continue à monter, l'emballement est en train de s'aggraver, plus le cerveau du bas prend la main, moins le cerveau du haut contrôle, et donc ça s'enflamme.
Et là, ben, ça y est, l'emballement a pris son cours. C'était l'extrême limite pour intervenir, en tout cas de manière pas trop rude. Et là, donc, les signaux de menace commencent. Là, il est grand temps d'intervenir parce que ça va mal finir, ça va terminer avec l'emballement complet, la perte de contrôle, les signaux de menace et le clash. Maintenant, pour intervenir, on va travailler à rebours. On rebobine. Et on intervient. Bon, on a le clash. Donc il y a quelqu'un qui a pris le coup de pelle ou on a pété les plombs, il y a eu une décharge émotionnelle lourde chez la personne. Qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut plus faire grand-chose. C'est un peu tard. On doit surtout éviter le suraccident, comme on dit, dans le domaine de la sécurité routière. On doit donc éviter le surconflit. Il faut éviter que ça essaime chez d'autres. Donc, pour éviter que ça essaime chez d'autres, ben, en fait, on va séparer les protagonistes si c'était un conflit interpersonnel. On va les isoler d'un côté et de l'autre, on va les séparer, et on va éviter qu'il y ait le regard du monde extérieur dessus, parce que plus ils sont vus en état de conflit, pis cela va être. Alors, s'il vous plaît, inutile dans ces cas-là de dire « calme-toi, raisonne », c'est pas la peine, le contrôle a été perdu, et seul un temps de pause peut permettre de rétablir le contact entre le cerveau du haut et le cerveau du bas. Pour le reste, ben maintenant on descend, on va voir la suite. Donc, on aurait pu aussi intervenir un peu plus tôt. Alors, au moment des signaux de menace, parce que là c'est sur le point de partir, c'est l'extrême limite. Alors, dans ce cas-là, on lance stop. On applique une technique de switch, si possible. Donc, on s'efforce qu'un point d'attention qui était sur l'appel finisse, par exemple, comme je vous l'avais donné dans l'exemple, sur la glace. Et une fois que c'est fait, on profite d'un temps de pause pour laisser retomber la pression. Le temps de pause s'étant écoulé, là, on peut commencer à agir. Bon, alors, si on était encore dans des cas où il y a de la violence, ou si elle revient, alors, la technique préconisée, c'est de scinder la violence. Donc, on coupe. D'un côté, la violence, on prend la colère, on écoute que la personne est en colère, mais on l'empêche d'avoir des comportements violents. Donc, on est dans l'écoute de l'émotion et on empêche les comportements violents. Si j'écoute l'émotion, ça c'est à retenir s'il vous plaît, la pression retombe. Et tout ce qui était les effets pervers liés au stress, donc le fait qu'on était obnubilé, qu'on avait un cadre restreint, s'arrête et soudain ça se réélargit, on peut de nouveau discuter. Alors, on était dans la violence, on peut être aussi simplement encore au stade de l'agressivité. Alors, l'agressivité va consister à la canaliser. Donc, canaliser, c'est empêcher que ça parte dans tous les sens. Donc, même principe, on écoute l'émotion, on l'accueille, mais on ne va pas accepter les prémices des comportements agressifs et violents à l'encontre de quelqu'un d'autre. Alors, nous le verrons, il faudra utiliser la technique de l'écoute active et il faudra utiliser également la technique du message-jeu. Ça, c'est pour les prochains épisodes. Étape suivante, on descend encore. Là, c'était le moment où on pouvait faire une intervention sans y aller trop vivement. On n'était pas dans les dernières limites, mais il faut agir. Et donc, dans ces cas-là, que peut-on faire?
Eh bien, avant que ça parte complètement en cacahuète, il est possible de dialoguer, d'écouter. Alors, s'il vous plaît, écoutez d'abord avant d'amener vos salades. Il faut d'abord écouter la personne. Alors, il faut clarifier et identifier. Donc, clarifier, c'est rendre plus clair, parce que quand on est énervé, je vous jure que les explications sont loin d'être claires. Donc, il faut clarifier et identifier tout ce qui tourne autour du conflit, à savoir les émotions, parce que les émotions sont les déclencheurs des comportements automatiques. Donc, c'est déjà ça qu'il faut neutraliser. Les émotions sont également liées au stress. S'il y a stress, la perception du problème est ratée. Donc il faut accueillir l'émotion, c'est le seul moyen de faire tomber le stress. Il faut clarifier la situation qui pose problème et qui a généré le conflit. Donc les désirs en jeu, la frustration qui cause elle-même les émotions négatives. Et il faut identifier les données du problème, parce que sinon on ne pourra pas le résoudre. Mais vous avez beau faire tout ça, il faut également identifier, j'insiste, identifier les besoins qui ne sont pas remplis. Si vous n'identifiez pas les besoins touchés, ça recommencera. Parce que ce n'est que lorsque les besoins seront remplis que le cycle conflictuel s'arrêtera. Donc la technique consiste à remonter le courant en partant des émotions pour arriver aux besoins, et entre les deux, il faudra passer par les désirs. Donc, il faut revenir à ces besoins qui sont en jeu, les besoins au sens de William Glasser et les besoins relationnels au sens de Jacques Salomé. Une fois que tout ça est fait, quand on a identifié les besoins, quand on a identifié les désirs, quand on connaît les émotions, il est tout à fait possible de pratiquer soit une médiation, parce que si ça s'est fortement détérioré entre A et B, il vaut mieux un médiateur pour lancer le processus, ou une négociation, parce que là, les deux sont en capacité de négocier l'un avec l'autre. Ce sera également le cas de la négociation si vous, en tant qu'éducateur ou en tant qu'enseignant, vous êtes aux prises avec la personne avec laquelle vous êtes en conflit. Là, il faut négocier, parce que vous n'avez pas de médiateur sous la main. Et l'objectif est d'arriver à un équilibre où A et B sont satisfaits au maximum l'un et l'autre. Il ne faut pas qu'il y ait un gagnant et un perdant. Et il ne faut pas non plus un équilibre raté, à savoir un équilibre de Nash. C'est-à-dire où chacun tire un tout petit bénéfice parce qu'on a voulu gagner de trop, et comme on a voulu gagner de trop, on n'a plus rien. Pour le reste, ce sont les capsules suivantes. Affaire à suivre.